Non, non, vraiment, le cœur est partagé. Là, pourquoi on fait ça? Alors, donc, je disais que la première leçon, nous avons parlé de la circulation générale, de la cause, de ce qui provoquait cette circulation générale-là. Donc, c'était dans un souci d'équilibre en matière de réception de chaleur, d'énergie. Voilà, donc on avait des zones excédentaires et des zones déficitaires. Donc, il fallait que cet équilibre en matière d'énergie, de chaleur puisse être fait. Et donc, c'est dans un souci, dans l'objectif d'avoir cet équilibre que nous allons avoir ces déplacements. Donc, nous allons parler de la circulation atmosphérique d'abord, qui était la deuxième leçon. Ça va? La circulation atmosphérique était la deuxième leçon. Et nous avons donc pu montrer, parler des différentes séries de tous les différents éléments. Ensuite, nous allons aujourd'hui voir la circulation océanique, parce que ce sont les deux qui concourent donc à cet équilibre-là. La circulation atmosphérique et la circulation océanique. Alors, ici, on va donner un aperçu de la circulation générale océanique. Et puis, la compétence est de pouvoir décrire les différents moteurs de la circulation océanique au fond, et puis interpréter donc des images de courants de surface. Alors, on va parler de l'océan en chiffres, du courant océanique de surface et puis du courant océanique profond. Alors, les océans sont en mouvement perpétuel. Ça, c'est pas que ça stagne. S'il vous plaît, l'écran n'est pas Oui, partagé. oui, c'est pas partage. Tout à fait, là, hein. C'est bon? Oh, c'est bon, ça marche. Même problème. Problème. Voilà, c'est bon, ça défile. Voilà. Oui, oui, ça marche. Ouais, le problème, c'est que moi, je ne vois pas ici. Voilà. Donc, je disais que les océans, ils sont pas, c'est pas stagnant, c'est tout le temps en train de bouger, c'est un mouvement. Donc, c'est ce mouvement-là donc qui vont transporter donc la chaleur. Parce que la chaleur soit transportée dans un souci d'équilibre, il faut qu'il y ait un mouvement. Le déplacement des eaux de ces océans est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs. Donc, cette leçon va présenter les facteurs qui influencent le déplacement des masses d'eau des océans et détailler donc les bases théories de la circulation. Alors, l'océan en chiffres, c'est 70% de la surface du globe. Alors, je disais, c'est 70% de la surface du globe. Tu as une souris là-bas. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, près de 361 millions de kilomètres carrés. Donc, ouais, 70% de la surface, comme ici, est dans l'océan. Et puis,
Je vais chercher ma souris sans fil là. C'est là, tu vois, et à la fin du coup, il faut me rappeler un peu que je prenne un peu de ma souris, j'ai ici. On a dit que c'est 70% de la surface des eaux terrestres. Et puis, sept pour cent de l'eau disponible sur Terre. Donc, quand on dit 97% de l'eau disponible sur Terre, l'eau disponible, il va y avoir l'eau des océans, il va y avoir l'eau des fleuves et autres. Donc, quand on va ajouter le chiffre de l'océan représente 97%. Donc, on a essayé de mettre un peu tout ce qui est pour ici, cette image. Et puis, en matière de profondeur, profondeur de moyenne de 3 à environ 4 km. Mais c'est moyen, bien entendu. Donc, quand c'est moyen, ça veut dire qu'il y en a plus, qu'il y en a moins. Et les plus profonds sont les forces de Marianne. Ça va, ces forces de Marianne là vont jusqu'à pratiquement 11 km de profondeur. On peut imaginer 11 km. Une visibilité pratiquement des villes. La profondeur. On comprend pourquoi dans beaucoup de choses qu'on fait, les bateaux qui coulent par la pluie
Et on a vraiment continué. Voilà, donc une couche très mince. Donc, malgré une grande surface, mais par rapport à l'épaisseur au rayon de la tête, c'est comme la place que vous avez là, jusqu'en bas, celle-là, elle est donc la surface, mais en matière d'épaisseur, pour lesquelles 300 fois la masse de l'atmosphère, effectivement, et puis 1200 fois la capacité de stockage de chaleur de l'atmosphère. Donc, vous voyez pourquoi elle stocke plus de chaleur. Donc, vous voyez 1200 fois la capacité. Donc, on connaît pourquoi elle est importante cette circulation. Parce qu'elle va redistribuer la chaleur pour le. Alors, les mouvements océaniques plus lents que les mouvements atmosphériques, ça c'est clair. Il y avait que ça bouge. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle le corps tourne, pas comme ça, c'est la vitesse. Vous ne pouvez pas faire des pas comme ça. Alors, on avait vu le moteur de la circulation atmosphérique. On avait vu cette fois. Appelez-moi le moteur de la circulation atmosphérique. Ils sont là même. Ça a fait de quoi, il faut ça. Les gars, pour un ligne, la page, c'est toujours bien. Il a fermé son micro, on peut qu'il est connecté et puis il a disparu. Professeur, nous sommes là. Nous sommes là. Sinon, je pensais que vous êtes allé vous promener. Non, professeur. On réfléchissait à la réponse. Bon, continuez de réfléchir. Alors, tout comme la circulation atmosphérique, nous avons un moteur pour la circulation océanique. Donc, la circulation de surface. D'abord, le moteur, on a la circulation atmosphérique. Il y a le vent, il va venir souffler le dessus de l'océan. Et puis, on a la rotation de la Terre. Ça va? On a la rotation de la Terre. Donc, on a le vent et on a la rotation de la Terre. La rotation de la Terre qui va faire appel à quelque chose qu'on a déjà vu dans la circulation atmosphérique, qui est la force de Coriolis. Alors, cette force de Coriolis-là va permettre de définir quelque chose qu'on va appeler elle va permettre de définir ce qu'on appelle le transport de Ekman. Et ce transport de Ekman-là vient de la théorie. Et c'est Ekman qui a trouvé ça. C'est bon? Donc, la circulation atmosphérique, le vent de surface et la force de Coriolis, comme on l'a dit de l'autre côté, va avoir la même réaction. Et là, c'est Ekman qui va prouver que ce qui est appliqué dans l'atmosphère peut être appliqué aussi dans l'océan. Fait que la force de Coriolis, quelle est la force de Coriolis? Voilà.
Donc, on l'appelait le principe de la force de Coriolis. En ligne, au présentiel, au rappelé, on va avancer, on arrête. Et le transport des courants des zones chaudes et les zones. Grâce. Et ça, je sais, il y a longtemps, même avant, on peut faire un terreau. Hein. J'ai insisté dessus parce que c'était très important pour la circulation, qu'elle soit océanique ou qu'elle soit océanique, qu'elle soit océanique, qu'elle soit atmosphérique. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder en arrière encore. Mais si vous ne pouvez pas définir, mes amis en ligne, répondez. Expliquez simplement le principe de la force de Coriolis là. Ah, Professeur, oui. professeur, la force de Coriolis nous dit que tout corps en mouvement venant de l'hémisphère nord est dévié vers la droite. Voici un peu, voici simplement la force de Coriolis. Voilà. C'est la force qui fait dévier tout objet. Quand cet objet-là vient de l'hémisphère nord, si le vent vient de l'hémisphère nord, il est dévié vers la droite. Si le vent vient de l'hémisphère sud, il est dévié vers la gauche. Voici un peu le principe de la force de Coriolis. Je sais que tu as lu, mais hein, s'il vous plaît, c'est des choses qui doivent rester, c'est des choses où on n'a pas besoin d'aller regarder. Hein, la force de Coriolis, que tout mouvement est dévié sur sa droite dans l'hémisphère nord et sur sa gauche dans l'hémisphère sud. C'est fini. Donc, Ekman va voir que cette théorie-là, elle est applicable aussi dans l'eau. Parce que c'est évident, parce qu'il y a le vent qui va, quand vous regardez le moteur de la situation océanique, on dit il y a le vent, il y a la force de l'hélice. Or là-bas, c'est pratiquement la force de l'hélice. Vous avez entendu le vent même qui est dévié. Ce vent qui est là-bas affecte l'océan d'abord. Donc, Ekman va dire quoi que le vent, on a mis quoi, hauteur de la circulation, nous sommes dans la circulation au courant océanique de surface. D'abord, parce qu'il y en a deux, il y a profond et puis surface. Donc, nous sommes dans la circulation océanique de surface. Bon, je pense que je vais insérer d'abord une diapo pour dire qu'il y a deux courants océaniques d'abord, avant de rentrer directement dans le titre. Donc, vous voyez dans le titre, on est dans la circulation océanique de surface. Donc, le moteur, il y a le vent et la rotation de la Terre, donc la force de Coriolis. Alors, Ekman va constater que quand le vent souffle la surface, puisque elle va imprimer à la surface la direction. Mais quand on se trouve dans l'hémisphère nord, si on se trouve dans l'hémisphère nord, quand elle arrive, quand elle imprime sa surface, au lieu que l'eau suive la direction du vent tout droit, si on se trouve dans l'hémisphère nord, la direction de l'eau, quand l'on va souffler la surface, la direction de l'eau au niveau de l'hémisphère nord va dévier vers la droite. Donc le vent vient comme ça, mais l'eau qui en bas va comme ça. Et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. L'eau vient et puis l'eau dévie. Mais ça ne va pas affecter ça sur toute la colonne d'eau. Ça va affecter la surface. Comment on peut dire? Ça va affecter la surface. Toute la surface, vous voulez, va prendre la direction. Et au fur et à mesure, elle va avoir énormément d'effets sur la première eau, la première tranche d'eau. Au fur et à mesure qu'on descend, l'effet
vent là-bas s'atténuer. Parce que si elle avait été c'est toute la Hollande d'eau jusqu'à peut-être 20 mètres, elle s'est dirigée dans ce point en même temps. Ce n'est pas le cas. La première couche va suivre la déviation, mais au fur et à mesure on descend, ça se dévie plus. Parce que lui, l'eau va imprimer, c'est par contact. Donc lui, il touche la surface, mais la surface est déviée un peu sur la gauche. Mais la surface, l'eau qui est en balance, lui aussi, il est dévié un peu ensuite, ainsi de suite. Tout le monde est un peu dévié jusqu'à ce que la force du vent disparaisse. En ce moment, quand la force du vent disparaît, il n'y a plus d'effet sur celle qui courant de surface. C'est en fonction de la tête. Oui, bien entendu. La distance, la tête, la force. Alors donc, c'est ça la théorie des Ekman. Il va prouver que quand l'eau touche la surface, ça va dévier. On va voir que ça va dévier de 45 degrés sur la gauche dans l'hémisphère nord, sur la droite dans l'hémisphère sud. Et ça, c'est juste la plupart de la couche. Mais plus la couche on descend, ça dévie encore de 45 degrés par rapport au premier. Ça dévie un peu par rapport au premier. Mais au fur et à mesure d'avance, la force de l'eau diminue. Ça se fait un niveau où le vent n'a plus d'effet. Donc la couche, et c'est ce qu'on appelle le transport de Ekman. Ça va. Mais ce transport-là, ça va concerner toute la zone où le vent a un effet. Et ce point-là, on va l'appeler la couche de Ekman. Alors, donc, voici, vous avez en vert, je dis le vent, ça va en rouge, qui va agir sur la... Alors, on va avoir ici le vent. D'abord, et quand le vent il vient, vous voyez, voici la direction du vent, mais il y a une différence entre le bleu ciel qui est la couche superficielle. Ça va? Donc, vent agissant sur la couche superficielle en le poussant dans le lit du vent avec une déviation liée à la force de chlorophylle de quelques degrés à droite dans l'hémisphère nord et à gauche dans l'hémisphère sud. C'est bon? Donc, voilà. Lui, il a fait cette première couche-là. Donc, vous voyez que ça n'a pas la même direction que la direction du rouge à cause de la force de coloris. Mais lui aussi, il va affecter la couche qui est en bas. Et il n'y aura pas la même déviation. Il va dévier. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure, la flèche diminue. Ça, elle est plus longue. Ça veut dire que la force du vent est plus. Ça, là, elle diminue la force du vent. Voici la force du vent diminue au fur et à mesure, mais ça continue de tourner. Ça va jusqu'à ce qu'on arrive ici. Paf, c'est fini. C'est bon. Donc, en dessous, le vent n'a plus d'effet. Donc, toute la couche qu'on a mis en flèche, le ciel à côté ici, qui est affectée par l'eau, est appelée la couche de Ekman. Donc, la théorie de Ekman, le transport de Ekman et la couche concernée par le transport de Ekman est appelée la couche de Ekman. Donc, la théorie de Ekman, donc l'énergie de vent, ce que j'expliquais, progressivement va se dissiper en allant en profondeur par la viscosité de l'eau. Parce que l'eau va avoir une viscosité, donc l'énergie va diminuer. Donc, déviation liée à la force de Clovis, ça s'applique à chaque niveau du bas en tournant progressivement vers la droite dans l'hémisphère nord et évidemment vers la gauche dans l'hémisphère sud. Alors, donc la couche de Ekman, c'est la couche totale affectée par le vent, comme on a dit. C'est celui qui est en bleu ciel là-bas. Et ici, vous voyez où on a mis la... Voici, c'est la même chose. Hein. Voici la direction du vent. Le premier est dévié de 45 degrés. Donc, la surface de l'eau, quand le vent arrive comme ça, la surface de l'eau ne va pas dans la même direction que le vent. À cause de la force de Colonis, c'est dévié de 45 degrés. Lui aussi, il affecte la couche plus basse, plus en bas. Elle aussi, elle est déviée. Mais en fur et à mesure qu'on avance, l'énergie, la force diminue. Donc, jusqu'ici, le vent agit toujours. Même si la force diminue, le vent agit toujours. Le vent agit toujours, le vent agit jusqu'à arriver là. Le vent. Donc, le transport de Ekman, ça veut dire que l'eau, vous voyez ici, ça veut dire que l'eau est transportée là. Même si
en fonction de la profondeur, la direction change, mais toute l'eau d'ici est transportée à cause de l'effet du vent. Donc, toute l'eau qui est transportée ici est appelée transport de Ekman. Et c'est expliqué par la théorie de Hessman. Et la couche d'épaisseur d'eau affectée par le vent est appelée la couche de Ekman. C'est bon, les amis en ligne? Oui, c'est bon, ça va. D'accord, c'est pas nos amis, c'est mon ami en ligne. Les autres ont disparu. Oui, professeur, ça va, c'est bon. Ah, ils sont là. Très bien. Donc, de l'autre côté, c'est le vent. Ici, c'est le vent. Et de l'autre côté, c'est la force de Coriolis, qui est pratiquement le moteur. Ici, c'est et le vent qui va affecter la surface et la force de Coriolis. Donc, qui va créer ce qu'on appelle qui va créer le transport de Ekman, qui est expliqué par la théorie de Ekman, et la couche, donc, qui est affectée par ce transport de Ekman-là, c'est la couche de Ekman. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas nous demander ça pour traiter les humains satellitaires, mais bon. Alors, c'est tout ce que j'ai expliqué qu'il y a là encore. Hein. La direction en surface est de 20 à 40 degrés à droite et à 80 degrés en position de la couche. Le moyen de la couche Ekman est de 90 degrés à droite du vent et dans l'hémisphère nord. Donc, c'est la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez lire en détail, c'est tout. Alors, les mouvements cellulaires descendants et ascendants au niveau de la surface. Donc, quels sont les mouvements que nous avons? Alors, les vents, donc vous avez entendu parler des anticyclones. Donc, quand on peut avoir les deux types de vents, comme nous l'avons vu, nous allons voir les anticyclones à la surface et les dépressions. C'est la même chose. Les dépressions, c'est quoi? C'est quoi que c'est les cyclones? Et les anticyclones, ce sont les zones de haute pression. Donc, quand on a les zones de haute pression, d'abord des dépressions, comme le montre la figure à droite, c'est expliqué en haut. Quand on a une zone de dépression en haut et que ça a un effet sous alors donc, à la surface, qu'est-ce que ça va créer? La zone de dépression. Alors, cette zone de dépression-là, en tournant, en fait, va faire quoi? C'est comme si ça poussait l'eau qui était en bas, ça chassait l'eau qui est en bas. Ça va? Donc, en le faisant, c'est quoi? Quand ça chasse l'eau qui est en bas, vous savez que, en fait, tout se transforme tout à un lien. Ça va? Alors, vous voyez qu'en chassant ici, il se trouve à la surface. Ça va? Le mouvement de dépression va faire que l'eau, c'est comme si on soufflait sur l'eau comme ça. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça se casse. Ça va? Alors, l'eau d'ici va être chassée. Il va être chassé. Mais quand il est chassé, qu'est-ce qui se passe? Parce que celui du haut s'en va. Il faut de l'eau du bas pour venir le remplacer. Donc, l'eau du bas, en venant le remplacer, en fait, tire le sol, le sable en bas, le substrat en bas. Donc, le plus souvent, pour les eaux pas trop profondes, quand on a une zone de dépression en haut, l'eau est chassée, mais en dessous, le fond marin qui est là, il y a une taille. D'abord, parce que l'eau est chassée à la surface et l'eau qui est en bas monte. Mais l'eau qui est en bas, on monte avec les sédiments, les sédiments. Donc, ça fait qu'en dessous d'une zone de dépression, au niveau de l'eau, on a une divergence. Et puis, le fond sous-marin, on a un talent. C'est bon? L'autre, c'est le contraire. C'est bon? Puis, pendant qu'il souffle, il chasse. Alors que l'autre, pour l'anticyclone, il ne chasse pas. C'est comme s'il aspirait. Donc, en aspirant,
l'eau des côtés monte. Ça va? Et quand l'eau des côtés, il monte, il redescend en bas. Et en redescend, la force vient faire quoi? Vient creuser. Donc, ça dissipe, ça creuse. Donc là, au niveau de la surface de l'eau, en dessous juste de l'anticyclone, on a une convergence de l'eau. Et quand on a une convergence de l'eau, en dessous, on a un creux. Ça va, il y a une ventilation. Ça souffle, ça, on a un creux. D'abord, donc alors, on dit grande origine anticyclonique dans l'hémisphère nord, accumulation d'eau, donc convergence au centre. Ça va, accumulation d'eau, convergence au centre, c'est la photo de gauche. Et puis, mouvement descendant de l'eau. Donc, ça vient et puis, ouf, l'eau plonge. Et puis, vent de dépression, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord. Donc, on a le mouvement inverse qui provoque des mouvements ascendants de l'eau. Ça va, donc, ici, c'est quoi? Ici, l'eau arrive, puis l'eau plonge. Ici, l'eau monte et diverge. L'eau converge et puis plonge. Évidemment, on peut continuer. Alors, différents courants océaniques de surface. Alors, on vous dit que l'équilibre entre la force de Coriolis et le vent aboutit à un courant faisant un angle de 45 degrés de direction vers la droite. Donc, c'est la même chose qu'on explique encore ici. Donc, j'estime qu'il n'y a pas, on peut passer cette diapo-là. Alors, ici, on va parler des différents courants océaniques. D'abord, on va citer les courants océaniques. Le premier de ces courants océaniques-là, donc, c'est l'Apoéline côtier. Ça va? Alors, vous avez bien entendu parler de l'Apoéline. Bon, quelqu'un peut m'expliquer nos amis en ligne d'abord, avant que on a bien commencé son explication. Nos amis en ligne. Oui, bonsoir. Oui, quelqu'un peut m'expliquer l'Apoéline, même si c'est affiché déjà un peu. Ou on dit que vous avez composé déjà. C'est que vous êtes fort déjà, ne vous fatiguez pas, hein? Monsieur, la Poeling, là, on peut la définir comme une remontée d'eau froide. D'accord. Voilà, c'est des zones généralement poissonneuses. D'accord. Alors, donc, en gros, c'est une remontée d'eau, c'est clair, remontée d'eau froide parce que les eaux de profondeur qui sont en bas sont plus froides que les eaux de surface. Les eaux de surface, c'est plus chaud, c'est ce qui est en contact. Donc, l'eau de surface, en quittant l'eau de profondeur monte, alors que l'eau de profondeur, elle est froide, elle est plus froide. Et en remontant, puisque les nutriments sont en bas, elle remonte avec les nutriments qu'elle contient. Alors, donc, on a l'apoéline côtier. Alors, l'apoéline côtier, on l'explique aussi tranquillement avec quoi? Avec la force de Coriolis, avec ce qu'on a dit. Vous voyez, le vent va venir dans une certaine direction. C'est le vent en jaune sur l'image, bon, et va souffler au niveau de la côte. Donc, quand ça souffle, ça dégage en quelque sorte l'eau qui est dessus. Donc, l'eau qui est dessus va partir en prenant la direction bleue. Mais quand l'eau quitte, comme dans l'image que nous avons vue, quand l'eau quitte, qu'est-ce qu'il fait? L'eau de profondeur remonte. Donc, quand cette eau, ce vent qui a la direction en jaune, va souffler et à cause de la force de chlorophylle, de Coriolis, donc le transport de Ekman, va faire que l'eau va prendre la direction en bleu. Et quand ça prend la direction en bleu, ça s'en va, c'est l'eau de surface. Il faut qu'une autre eau la remplace. Donc, automatiquement, l'eau qui est en bas, vous voyez les flèches qui sont en train de remonter, l'eau qui est en bas remonte. Mais ces eaux qui sont en bas, comme le montre l'image en médaillon qui est là, ce sont des eaux plus froides. Ça va? Et donc, ces eaux plus froides-là vont remonter et, je l'ai dit, vont remonter donc avec les nutriments qui sont en profondeur. Donc, c'est ça l'apoéline. Donc, on a les vents poussent l'eau en mer, ça va? L'eau de surface de côte qui vient en mer parce que la direction que ça prend, ça vient en mer. L'eau froide monte des dessous pour le remplacer. C'est bon? Cette remontée réduit considérablement la température de surface de la mer. Ça va? Donc,
Ça réduit. Quand une image satellitaire, par exemple, on va prendre une image, on va prendre, avant que ait la poignée, c'est chaud. Quand ça va prendre dans des zones d'aquaponie, dans les zones d'aquaponie, l'eau sera plutôt froide. Parce que c'est de l'eau de profondeur qui remonte, de subsurface qui remonte. Alors, voici aussi, c'est la même chose, l'aquaponie équatoriale. On a montré un aquaponie côtier. Ça, c'est la côte. L'aquaponie équatoriale, on n'est pas trop sur la côte, on est au niveau, du niveau 0. Mais ici aussi, ça sera pratiquement toujours la même chose. Mais il faut reconnaître que, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on a dit concernant la côte de Coloris au niveau de l'Équateur? Elle stable, c'est ça, non? Voilà, donc ça sera pas aussi fort que ça. C'est vrai qu'on le montre, vous voyez qu'au niveau de l'hémisphère sud, c'est dévié vers la droite. Le vent qui arrive, c'est dévié vers la droite, l'autre est dévié vers la gauche. Mais elle est faible, mais elle existe un peu quand même. Ce qui va faire qu'au niveau de l'équateur, on va avoir un peu de remontée. Parce que le vent de surface, les alizés, sont les alizés qui vont venir dévier donc, comment on appelle ça? L'eau de surface, l'eau à la surface, vers la droite pour l'hémisphère nord et puis vers la gauche pour l'hémisphère sud. Donc, on va avoir au niveau donc, de cette zone-là un certain point, une remontée. Donc, c'est ce qui est. Alors, donc, on a vu la poigne et puis le courant de surface côtier. Alors, ici, ces courants de surface côtier-là, elles vont, je fais un lien directement avec la clé de détection. Parce que ce n'est pas le courant de surface côtier, mais on a une image de chlorophylle. Ça va? Alors, ici, ça va me faire donner une notion, ça va me faire vous donner une notion qui est la notion d'indicateur. Indicateur du courant. Le vent, par exemple, passe. À part le fait que le vent te touche et puis tu sens quelque chose qui est là. Quand ça te touche pas et puis tu es là, comment est-ce que tu peux voir la téléphone? Comment est-ce que tu vois? Voilà. L'habitation, bien quelquefois, tout le monde veut savoir le sac de son père. Donc, en ce moment, ça, c'est l'indicateur. Tu ne vois pas le vent. Mais c'est le fait que le vent transporte quelque chose qui fait que tu sais que le vent va dans cette direction. Et là, c'est la même chose. Où le courant de surface, la température et la chlorophylle vont servir de l'indicateur. La température, on ne la voit pas. C'est vrai que la chlorophylle, on ne pas. Normalement, on doit pouvoir la voir. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas. La température, quand tu as une image satellitaire, tu vas voir qu'aujourd'hui, la température, la même température, c'est-à-dire qu'on va prendre plutôt des fonds. C'est-à-dire la température, la différence de température se trouve quelque part. On la trouve ici, on va la retrouver demain ici. Ça veut dire que, et là, ça a été déplacé par quelque chose. C'est le courant. Donc, on est indicateurs. La chlorophylle aussi, c'est la même chose. Si je prends ici, je prends ça, c'est bon. On dit par exemple, ici, là, cette figure qu'on a là, si demain, elle se retrouve ici, tu sais que cette chlorophylle-là a été déplacée de là, de là à l'autre côté. Donc, nous, ce sont des indicateurs. Alors, c'est une méthode que j'avais utilisée dans moi-même mes travaux. Et on le faisait avec, on parle de maximum de corrélation croisée. Alors, c'est un programme, le programme vient, il définit, il prend par maille, il se promène sur toute l'image. Et puis, sur la première image, il définit, tout ce qui est image dessus-là. Si vous voulez, il mémorise. Et puis, la deuxième image, il commence ici. Il commence ici, par exemple. Bon, excusez-moi, laissez-moi utiliser la souris. Elle commence ici, elle va un cadre ici, c'est bon? Et puis, ce cadre-là, elle va revenir ici, elle va se déplacer sur toute l'image. Tac, 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 à la recherche. Ici, il y a des paramètres qui vont rentrer. Il faut que ça se ressemble à 90% au moins. Il faut qu'aux alentours, il y a beaucoup de certains paramètres. Donc, elle va chercher. Si elle reconnaît quelque part, elle marque, tac. Et puis, elle va tirer un trait. Puisque dans l'ancienne, là, par exemple, si c'est hier, l'image d'il y a 12 heures, elle se retrouvait là. Elle se retrouvait, par exemple, ici. Et puis, dans 12 heures, elle se retrouve là, par exemple.
et il va tirer une flèche de là à là. Ça veut dire que le courant est parti de là à là. Donc, on a utilisé, je l'ai tenté avec la température, mais ça n'a pas marché parce que le gradient de température n'est pas trop fort. Excuse-moi. On va faire en même temps une pause. C'est bon? J'essaie de la vidéo là. Alors, faut mettre ça. Ils sont fatigués. Tu peux arrêter. Tu sais comment on fait, non? Non, non. Faut partir où il y a plus, là. Il y a un coin où il y a il y a 3 points. Oui, oui. Attends. Voilà. Tu vois, on met quelque chose stop, recording stop, quelque chose. C'est la souris là qui me fatigue ici, tu vois. Mhm. Je vais la bouger, mais elle ne bouge pas comme. C'est tactile, tu peux essayer aussi avec ton doigt. Oui, je sais, mais. Genre, l'écran même est tactile, quoi. Il Voilà. Alors, chers amis, je suis revenu, je suis de retour. Alors, je disais que on avait utilisé des indicateurs, c'est ça? La chronométrie et puis le courant. Mais ici, ce que nous voulons, c'est un indicateur. Donc, à partir de la chlorophylle. Donc, on a les différentes structures de chlorophylle. Hein, vous voyez les différents niveaux de chlorophylle, de concentration de chlorophylle. Donc, ces concentrations de chlorophylle-là vont pouvoir être tracées et puis retrouvées ailleurs à un temps T. Donc, on va tirer une flèche d'où il était au départ, où il est maintenant. Donc, ça va permettre de donner la direction. Donc, image modiste de chlorophylle de l'océan, de la marine pour cartographie du courant. La température est utilisée dans les zones océaniques à fort grandeur thermique. Si le gradient thermique n'est pas trop fort au niveau de l'équateur. Alors, donc, ça va nous donner ça. Vous voyez, c'est les différentes flèches. Alors, qu'est-ce qui est la cause de ce que nous, quand vous regardez l'image, il y a ces zones-là où je n'ai pas, voici les différents courants de surface qui ont été tracés. C'est bon? Voici les différents courants qu'on a eu, mais on pouvait en avoir partout ici. Mais en fait, ça donne un peu le sens général. On voit bien qu'ici, ça vient. Et puis, mais ici, on n'a pas pu cartographier. Ici aussi, il y a des zones où on n'a pas pu cartographier. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est la cause de ce manque de vecteurs courants de surface? Quelle peut être la cause? Et ça, c'est la cause se retrouve dans le cours de situation atmosphérique. Alors, on va gagner en temps. On vous a dit que nous, en Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes situés où ça? Nous sommes situés au niveau de la zone équatoriale. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté au niveau de la zone équatoriale des fois? Comment? Au niveau des nuages. Dans une zone où on pourrait voir. Comme ça? Quel nuage particulièrement? Où est que tout le coup qu'on fait permet d'expliquer? Je vous l'ai dit tantôt qu'il y a des coups, il y a des moments où on vous donne certaines choses, vous avez l'impression que tout ce qu'on doit vous donner, c'est quand on dit très image. Non. Ça peut vous permettre d'expliquer des choses. Parce qu'au niveau de l'équateur, nous avons des colons nuages qu'on appelle quoi? L'onébus. Par exemple, nous avons des zones très nuageuses. Et ces zones nuageuses-là font qu'on n'a pas des données dans beaucoup de choses, quand c'est des images optiques. Alors, je reviens en arrière, vous voyez ici, normalement, toute la zone, il y a de la chlorophylle. On doit pouvoir voir des valeurs de chlorophylle. Pourquoi est-ce que c'est au niveau de la côte là seulement qu'on a écrit le reste de la part? Parce que c'est des zones nuageuses. Vous n'avez ne disiez pas tout. Même la carte, vous voyez que j'ai mis en bleu, j'ai mis nuage. Vous voyez pas au niveau de la légende.
nuages. Donc, c'est des zones très nuageuses qui nous fatiguent. Ça nous fatigue beaucoup. Sinon, normalement, on devait avoir des couleurs de chlorophylle partout, de façon uniforme. Mais voici ce qu'on a. Donc, ces nuages-là font qu'on a des gaps, des trous. Alors, les différents courants océaniques de surface. Quatre générales des courants océaniques de surface. Donc, vous les voyez, hein, on a les différents courants qui sont là. Hémisphère nord, hémisphère sud. Vous allez avoir au niveau de chez nous, on a le courant de Guinée. Alors, c'est ce qui a suscité l'étude que j'ai réalisée au niveau de la carte. Parce que le courant de Guinée, en surface, on a le courant de Guinée. Mais à un moment, on trouvait dans le sens contraire. Le courant de Guinée, il est ouest-est. Donc, on a fait et puis on a trouvé qu'il y avait un courant qui venait depuis la côte et depuis le large, qui venait se subdiviser au niveau de la côte. Ça, dans l'hémisphère nord. C'est la même chose avec pouvoir lire. Donc, on finit ça, c'est le courant de surface, c'est bon. On a essayé de dire, c'est principalement le moteur et puis on a une certaine cartographie. Alors ici, on va venir au... Vous avez tout ce qu'on a ici, hein. Les pichis cycloniques, anticycloniques, ça va. Vous voyez, tout. Vous lisez s'il y a des choses que vous ne saisissez pas dessus là. Alors, ici, on a le moteur de la température profonde. La circulation de surface, on avait parlé puis la cause de l'économie. Si ce n'est pas la même chose. Si le moteur, on va avoir la température et la salinité. Donc, les conditions et placement de masse pour profondeur. Température et la salinité. Alors, la température de l'eau, des eaux de surface décroît de 30 degrés Celsius, des pôles, des zones tropicales jusqu'à -2 aux latitudes. Donc, vous voyez, en rouge, nous sommes au niveau de l'équateur. Donc, on va jusqu'à 30 degrés Celsius la température. Et puis, elle décroît jusqu'à ce qu'on arrive à -2 aux différents pôles, qui sont un peu... Ça va? Donc, vous voyez que nous sommes dans des zones d'eau chaude. Alors, de la même manière dont l'eau à la surface, au niveau de l'équateur, tropique, est chaude, ça diminue. On a la même chose aussi en profondeur. L'eau à la surface est chaude et en descendant, l'eau est froide. Donc, on a l'impression sur cette image. Vous pouvez bien voir sur cette image que on a l'eau chaude ici, d'abord, et l'eau à la surface, l'équateur, ici, zone tropicale, et en allant vers le pôle nord et le pôle sud, l'eau refroidit du parti. À la surface aussi, en descendant, l'eau refroidit. Ça va donc, il y a cette équation de la température, pôle et l'équateur vers le pôle nord et le pôle sud, et de la surface vers la proportion. C'est la même chose, hein? C'est la même chose pratiquement en surface. L'atmosphère, on a la température élevée au niveau sur la surface terrestre et en partant, ça diminue. En allant vers les pôles aussi, ça diminue. Voici la température des trois océans, Antarctique, Pacifique et Indien. Vous voyez que c'est le même schéma général. Même si ça, il y a des petits changements, mais quand tu regardes de l'équateur vers les différents pôles, la température décroît. Et puis de la surface vers la profondeur, elle décroît aussi. Alors, la salinité, le deuxième. Alors, la salinité des eaux de surface en moyenne voisine de 34,71 grammes de sel dissous par litre. Donc, 34,70 pour 1000. C'est comme ça, on va donner. Pour 1000, détermine également une distribution longitudinale et verticale. Ça va? Vous allez voir qu'ici, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi nette. Donc, vous allez voir qu'ici, on a les faibles salinités. Et puis, quand on s'en va vers les pôles, on a les fortes salinités. Pardon. Ouais, si je me 27.
Ouais, vers les pôles, on a les faibles salinités et puis, pardon. On a les faibles salinités, les fortes salinités au niveau de. On a vraiment deux pôles, mais ils sont concentrés au centre, hein, juste aux alentours de l'équateur aussi. C'est bien montré dans l'océan Atlantique. Voilà, même si on a deux centres. Et puis, quand on descend, la salinité baisse. On a donc pratiquement les mêmes distributions. Je vous ai dit, au niveau de la salinité, c'est moins net qu'au niveau de la température. Alors, moteur de la circulation globale ou circulation. Donc, cette circulation, l'autre, on va parler de circulation de Ekman, rapport de Ekman, puis on va parler de circulation thermo-alliée. Thermo-alliée, ça veut dire quoi? Quoi déjà dans le mot thermo-alliée? Puis, NaCl, ça va. Ça va. Alors, l'augmentation importante de la salinité de 80 mm premier mètre d'eau induit une association avec la baisse de la température, une augmentation de la densité. Donc, l'augmentation de la température importante de la salinité dans les 80 premiers mètres, ça va induire en association avec la baisse de la température, une augmentation de la densité. Donc, en surface, on va voir que l'eau, la température, l'eau de surface qui est chaude, le vent va transporter ça pour aller vers. Voilà. Alors, en partant vers là-bas, l'eau, là, c'est vrai, il y a la densité, la salinité augmente. Quand il va vers les pôles, on dit que l'eau refroidit en surface. Alors, en partant vers le pôle, au niveau du pôle, l'eau est plus froide. La salinité augmente. Donc, quand c'est comme ça, augmente la densité de ces pôles. À niveau pour l'eau qui était au niveau des surfaces, au niveau de l'équateur, était chaude, était légère, parce que elle n'est pas froide. Quand elle arrive au niveau des pôles, la salinité est élevée, et l'eau refroidit, quand elle refroidit, la pression relève de cette eau-là. D'abord, ça va pour nos amis en ligne. Alors, donc, l'augmentation importante de la salinité dans les 80 et dans les 800 premiers mètres d'eau induit en association avec la baisse de la température, une augmentation de la densité de l'eau. La différence de température et de salinité de l'eau provoque des mouvements verticaux, mais également l'apparition de courants profonds. Voilà. Les eaux froides polaires plongent au fond car elles sont plus froides et plus salées, donc plus lourdes. Donc, ça plonge, ça va. Et quand ça plonge, c'est tout le même système. Quand ça plonge, plus c'était en surface, elle est mis froid, ça plongeait. En surface, là, comme on a vu, l'eau disparaît. Donc, il y a quoi? Il y a l'eau qui va venir remplacer. Mais l'eau qui va venir remplacer vient d'où? Vient de l'équateur. Et lui aussi, quand il quitte là pour remplacer, l'eau froide qui est en bas doit pouvoir remonter. Donc, quand il a plongé là-bas, quand lui il quitte là, lui, ça crée une vie de l'autre côté, lui, il circule. Donc, ouais, en général, de façon schématique aussi simple. C'est que l'eau de surface, le vent va souffler ça. En soufflant, lui, il quitte là. Et il faut être remplacé. Mais il est remplacé par qui? Par celui qui est là-bas, qui a plongé. Donc, c'est pas le cycle. Alors, voici ce qu'on a. Voici en général cette circulation-là. Mais cette circulation, tenez-vous, elle ne se fait pas aussi rapidement que la circulation au niveau de la surface. Alors, on met des millions d'années. Donc, en remontant dans l'Atlantique Nord, les eaux de surface deviennent de plus en plus froides. Ça va? Celui qui est en orange, il remonte. On va prendre que ce soit l'Atlantique ou bien le Pacifique. Ça va? Nous, on va prendre l'Atlantique ici. Vous voyez que ça quitte chez nous, ça quitte ici, dans la zone équatoriale et autres. Et puis, il est en train de remonter. Et arriver là-bas, vous voyez que quand c'est orange,
c'est chaud. Et il entend remonter. Là-bas, il commence à devenir froid. Il plonge et puis il descend. Ainsi de suite, c'est le cycle. Ça remonte à des endroits, ça repasse, ça remonte à d'autres endroits. Donc, c'est ça. Alors, elle plonge alors que les profondeurs, elle plonge alors dans les profondeurs pour ne ressurgir que dans l'océan Indien et Pacifique, tu vois. Quand ça plonge, ça ressort dans l'océan Indien, ça ressort dans l'océan Pacifique là-bas. Tu vois, ça va dans l'océan Pacifique pour remonter. Ouais, c'est ça. Il vient ici, paf, 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 plonge, et puis il sera redistribué. En tant quelque part, ici, il y a un qui a déjà plongé, c'est bon, puis il va venir remonter par là. Donc, c'est tout ce truc. Celui-là qui est là, qui passe ici, là, c'est celui qui ressort ici. C'est tout un... C'est bon, mais c'est le principe, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, moteur de la circulation, donc ici, l'attraction des eaux. L'eau aussi, comment est-ce qu'on sait que l'eau a plongé? En fait, l'eau a plongé parce qu'on l'a gardé. Bon, c'est à quel moment elle a plongé. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Comment on sait que l'eau qui est là, c'est de l'eau qui a plongé? En fonction de carbone 14. Carbone 14 qu'on prend pour dater. Qu'est-ce qu'on prend pour dater aussi? Carbone 14. La méthode de datation, il y en a beaucoup. Pour nous qui allons faire la géologie, il y a la méthode de rubidium strontium, ce sont si vous voulez, des minéraux qui vont permettre de dater donc les roches. Comme on n'est pas là-bas, nous, on va venir sur le carbone 14 qui est partout, parce que le carbone se trouve partout. Alors, les archéologues utilisent beaucoup le carbone 14. On va regarder in, on va regarder tout autour. Alors, le carbone 14, c'est quoi? C'est que tu es né. Et tu es élevé, tu as des os, carbone. Carbone, mais tout ça, la chair, elle disparaît après. Les os restent. Alors, le carbone, dès que le carbone est formé, de l'heure où il est formé, il commence à se détériorer. Il se détériore très longtemps. Donc, si on prend un carbone, on tourne dans un corps, on regarde son degré de détérioration, s'il donne son âge. C'est bon? Continue. Si on voit qu'il est peu, un truc qu'on a pris, c'est détérioré peu, ça veut dire qu'il est né à peu. Donc, si on voit que ce carbone-là aussi, il est beaucoup détérioré, c'est qu'il a duré. Donc, c'est le carbone 14 qu'on prend. Donc, l'eau qui est là, quand l'oxygène, le système il est ici, on a les rayons solaires, il y a l'azote, il y a le carbone, le CO2 atmosphérique, ça va. Le CO2 atmosphérique, il y a le CO2 va entrer en contact avec la surface de l'eau, va entrer en contact avec l'eau. Ça va se dissoudre, ça va dans les eaux chaudes de surface. Donc, ça va se dissoudre l'oxygène. Va partir. Et le CO2, le carbone 14 là, qui est dans l'eau là, cette eau là, on va mesurer le carbone 14. Parce que quand ça avait à peine de toucher l'eau, ça va se détériorer. Donc, ce carbone qui est resté dans l'eau là, il va commencer à continuer à se détériorer pour partir. Et ça va descendre. Bon. Donc, quand on va mesurer les eaux profondeur là, prendre l'eau de profondeur pour mesurer le carbone 14 et l'état. Voilà l'âge. C'est-à-dire, au moment où elle plongeait là, le carbone atmosphérique, il a touché la tête de l'eau. Parce qu'à quel moment le carbone va la toucher, qu'elle a commencé à toucher. Donc, ça donne l'âge. C'est bon. Qui a ajouté? D'accord. Mais la porte est fermée, c'est vous plaît. Le principe, hein. C'est bon. Donc, on dit que l'isotope radioactif est le carbone fabriqué en permanence dans les autres atmosphères sous l'effet du rayonnement cosmique, incorporé dans les molécules de dioxyde de carbone de l'atmosphère qui se dissout dans les eaux de surface des océans. Voilà. On le trouve ensuite dans les eaux de profondeur où se désintègre en azote 14, 1% tous les 82 ans. Voilà. Donc, si tu viens
Vu que ça s'est développé à 2%, avec capacité de fois 2, c'est à 5, 1% pour les bateaux. Donc, tu imagines ça, c'est à 50%. 50%. Ça fait quoi? 2 multipliés par 6. Alors, calcule là-bas. Tu as tout devant toi. Donc, si on retrouve le carbone qui est détruit à 40%, 50%, et qu'ils font, c'est quelque chose qui date de 4000. Moteur de la circulation océanique globale. Voilà, ici on a une circulation océanique globale avec âge des eaux profondes, hein, à 3000 mètres. Donc, en dosant le carbone 14 restant dans les eaux profondes, on peut donc évaluer leur âge depuis la dissolution du carbone 14 en surface. Comme j'ai dit, ça fait dissout, descend, puis la passer un certain temps, puis il circule lentement. Là-bas, la situation est très lente. Circule sous l'eau là lentement. Donc, quand on mesure une eau quelque part, on prend, donne l'âge. Donc, ceci a permis de mettre en évidence la circulation et le temps moyen de résidence de l'eau dans les océans. On détermine ainsi également la vitesse moyenne de la circulation. Donc, vous voyez, il y a des eaux quelque part qui ont 1700 ans dans des zones, on a 250 ans, 100 ans, donc on voit les eaux les plus vieilles en profondeur. Voilà, mais la circulation, elle est lente. Ça donne la vitesse. Ça va. Donc, si tu imagines qu'une eau qui a plongé après 1700 ans, qui se trouve quelque part ici encore, qui n'a pas tourné ce qu'il a fait après 1000 ans, qui se retrouve quelque part là, tu imagines la vitesse. Vous imaginez la vitesse. Alors, je vous ai dit que ça allait être rapide. En conclusion, les océans représentent 70% de la surface de la Terre, 97% des volumes de l'eau. Les eaux océaniques sont affectées par deux types de circulation. À la surface, elles obéissent à la circulation guidée par le vent, tandis qu'en profondeur, elles dépendent de la température et de la salinité. C'est bon? À la question? Non. Merci. Et puis,